La dernière chose dont le lieutenant Jake Havoc Harper se souvient avant que tout ne dérape, c'est d'avoir atterri dans l'est de la Syrie. L'opération devait être une capture routinière d'un opérateur de haute valeur de la force Quds iranienne, rencontrant des milices rebelles. Entrer, sortir et larguer un joint direct attaque munitions sur le site pour faire bonne mesure. Mais dès que leurs bottes ont touché le sol, tout a dérapé. L'éblouissante lumière, un tourbillon dans le ciel, une sensation vibrante qui a envahi son corps, puis plus rien. Quand Harper a repris ses esprits, toute son équipe de Navy Seals était intacte, ainsi que leurs 4 véhicules de patrouille du désert, leurs armes et leur équipement. Mais leur MH-47 Chinook, disparu, leur communication JTAC, morte. Leur Global Positioning System affichait un écran vide, comme si leur escouade avait disparu de la surface de la Terre. Puis, Harper a entendu un son inoubliable. Marchant, des milliers de bots, se déplaçant en parfaite unison et criant en latin. Patron ? Ryan Boomer Watts, expert en explosifs de Harper, a chuchoté dans son micro en pointant la crête. Harper a suivi son regard, le cœur figé, une légion romaine, rouge, resplendissante et terriblement réelle. À ce moment-là, Harper savait une chose, ce qui allait se dérouler allait défier l'histoire elle-même. Un peloton de Sea, Air and Land de la marine américaine hautement entraînée pourrait-il déjouer et vaincre une légion romaine entière ? Ou serait-ce que le simple nombre et la discipline militaire prévaudraient ? Aujourd'hui sur Infographics Show, le choc ultime, peloton de Sea, Air and Land de la marine contre légion romaine. Qui l'emportera ? Une large vallée sèche s'étendait entre les Seals et la légion romaine, leurs bannières cramoisies ondulant dans le vent. Leurs éclaireurs avaient sans nul doute déjà signalé la présence d'un étrange groupe d'étrangers au sommet de la crête lointaine. Les hommes de Harper restèrent figés, leur discipline éclipsée par une incrédulité totale. Ils étaient l'équipe CA, Air and Land Team 7, Alpha Squad, certains des opérateurs spéciaux les plus mortels de la planète. Pourtant, même eux n'étaient pas préparés à cela. Leur équipement, initialement conçu pour une frappe chirurgicale en Syrie urbaine, n'était pas adapté à une guerre totale contre un ancien empire. Ils étaient armés de carabines M4A1 silencieuses, de mitrailleuses légères, MK48, d'un fusil de sniper Barrett, M82 de pistolets, M9 de grenades à fragmentation, et de suffisamment de C4 pour raser un pâté de maison. Ils étaient équipés pour un mouvement rapide, un combat rapproché et une guerre asymétrique, pas pour une bataille rangée contre une armée ancienne. Pourtant, ils faisaient face à une armée de milliers de soldats. Des casques à crête rouge se balançaient et brillaient au soleil. Des boucliers de fer verrouillés en formation disciplinée de testudo. Javelot prêt, pointe captant la lumière matinale. Il n'y avait aucune communication, aucun soutien par drone, ni force de réaction rapide en attente. Cela signifiait qu'il n'y avait aucun espoir de sauvetage. Les Seals étaient seuls, échoués dans un endroit impossible face à un ennemi impossible. Mais si des guerriers modernes étaient une fin pour ce combat, c'était eux. Les Seals n'étaient pas que des tueurs. Ils étaient des adaptateurs, des survivants et des résolveurs de problèmes, ayant combattu pour échapper aux embuscades dans l'Inde Kush. Ils ont survécu aux horreurs des bastions rebelles de Mogadiscio et pourchassé les terroristes dans les tunnels des cartels colombiens. Ils avaient opéré dans des environnements où les règles d'engagement changeaient à la seconde, où la seule loi était la violence et la victoire. Parfait, pensait Harper. Rome voulait un combat, elle l'aurait. Les instincts de survie se sont vite réveillés. Sans un mot, Harper et ses hommes se sont mis en position de tir couché, profitant de la montée du terrain pour se couvrir et gagner en hauteur. À plus d'1 mile de distance, ils ont pu échanger la distance contre du temps pour évaluer, planifier et se préparer. Si les Romains se hâtaient, ils seraient tués avant d'avoir gravi la moitié de la colline. Si les Seals attendaient, ils pourraient créer une zone mortelle, voire une embuscade. Smithy, le tireur d'élite, se déplaçait en position, le fusil Barrett creusant dans la terre alors qu'il regardait à travers sa lunette, sa respiration lente et contrôlée. C'est un exercice, n'est-ce pas ? Sa voix était sèche, teintée d'humour noir, mais il y avait une pointe d'espoir en elle. Comme si l'équipe de commandement pouvait soudainement tout annuler, tel un exercice de réalité virtuelle immersif et absurde de la Defense Advanced Research Projects Agency. Harper n'a pas répondu, observant simplement les milliers de guerriers avec leurs boucliers, les yeux rivés sur la petite force au sommet de la crête. Ce n'était pas un exercice. C'était de l'histoire, et l'équipe CIA, Air and Land 7 était prise en plein milieu. Harper a fait un signe vers l'armée qui approchait. « Vous avez déjà vu une reconstitution historique avec de vrais Romains », a-t-il dit, ne croyant même pas à ses propres mots. Même les phoques ont dû admettre que la légion romaine était une machine merveilleuse, précise, disciplinée et terrifiantement massive. De leur crête, les hommes de Harper avaient un point de vue parfait pour témoigner de son échelle de destruction totale. Plus de 5000 hommes avançaient en formation rigide, leur crête rouge se balançant à l'unisson.
Les étendards à l'aigle d'or brillaient au soleil, et chaque bouclier de Scutum était verrouillé avec l'homme à côté de lui, créant un mur imposant et infranchissable. Les premières lignes avançaient avec des gladius dégainés, des épées courtes conçues pour le carnage au corps à corps. Pendant ce temps, les rangs arrière soulevèrent des pilas, des javelots mortels qui transformeraient toute charge en un champ de bataille meurtrier. Les crêtes rouges des centurions se balançaient à travers les rangs, donnant des ordres en latin tranchant, assurant une coordination parfaite. Il n'y avait aucune hésitation, aucune rupture de formation, juste une avancée calculée et implacable. Au centre de la force se trouvait Marcus Licinius Crassus, l'homme le plus riche de Rome. Vêtu de l'acier brillant d'un général romain, son casque à plumes captait la lumière du matin alors qu'il observait le champ de bataille à cheval. Gaius Cassius Longinus, le second en commandement, chevauchait à ses côtés, scrutant la posture et la position étrange du sceau avec le regard froid et calculateur d'un stratège vétéran. Harper avait lu l'histoire, c'était des professionnels. Une légion romaine était une machine de guerre affûtée par des siècles de conquête, bien plus qu'une simple armée. Chaque légionnaire avait été endurci par un entraînement brutal, appris à marcher 20 miles en armure complète, à construire des fortifications en quelques heures, à tuer sans hésitation dans un combat rapproché brutal. Ils n'étaient en pas une foule indisciplinée, mais des guerriers hautement entraînés. Leurs tactiques ont été testées contre les plus grands empires de leur temps. Grèce, Carthage, Gaule. Désormais, leur progression disciplinée et inébranlable menaçait l'équipe des Sa, Air and Land, une poignée de guerriers en noir, seuls face à la machine de guerre romaine. Ils n'avaient jamais vu de fusil, jamais assisté à des chars à 4 roues capables de vitesse impossible, jamais entendu le craquement des tirs automatiques. Mais ils avaient déjà vaincu des ennemis auparavant, et le referaient encore. Un calme impossible s'installa sur le champ de bataille. Le vent ne portait rien d'autre que le bruissement lointain des bannières, le doux cliquetis du fer contre le fer. Alors que 5000 hommes se déplaçaient, Harper pouvait entendre son propre cœur battre. Il percevait les souffles réguliers de ses soldats, couchés sur la crête, armes en joue, doigts effleurant les gâchettes, l'instant d'une lourdeur oppressante. Puis, de la masse de rouge et d'acier en dessous, la voix de Crassus a tonné à travers la plaine. C'était l'ordre d'avancer. La légion romaine s'est ruée, formant un mur de boucliers et de corps, une marée irrépressible de chair et d'acier. Leurs pas grondaient, comme un tonnerre lointain, leurs crimes de guerre s'élevant en un chœur guttural ancien. C'est ce qu'ils avaient fait une centaine de fois auparavant, avancer, tuer, conquérir. Ils avaient parcouru le monde connu, écrasant leurs ennemis de cette même manière. Une petite force s'accrochant à une colline, croyant follement que le terrain les sauverait. Ça ne l'a jamais fait. Harper avait vu ce qu'il devait voir. « Smithy, tire un coup de Smons », ordonna-t-il d'une voix sèche teintée d'anxiété. Le calibre 50 de Smithy a tonné, réduisant la tête d'un centurion en une fine brume écarlate. À part quelques hommes stupéfaits autour de lui, la Légion en marche n'a même pas remarqué cette perte isolée. Pour les milliers derrière lui, c'était une autre victime de guerre. « Armes libres !» hurla Harper. Obéissant, les Mark 48 se sont ouverts, déclenchant l'enfer. Les armes automatiques de l'escouade rugissaient, crachant un flux constant de plomb. Soudain, les Romains mouraient par douzaines. Une douzaine est devenue 50, puis 100. Les rangs de devant se sont effondrés dans une cascade humide et macabre, alors que les corps se repliaient en arrière, leurs boucliers se fendaient bondes comme du bois pourri. Les côtes de mailles et le cuir n'offraient aucune protection contre le feu implacable du sceau. Les Romains hurlaient, chancelaient et trébuchaient sur les cadavres, piétinés ensuite par leurs propres frères qui avançaient. Quand les éclaireurs romains se sont suffisamment rapprochés, les M4 se sont joints au cœur, les balles transperçant muscles et armures. Un jeune signifié portant l'étendard de l'aigle sacré de son unité a reçu 2 balles dans la poitrine et s'est effondré comme une marionnette brisée. Un autre officier a été touché à la jambe, tombant en avant avec un hurlement avant d'être écrasé sous un piétinement. Pour la première fois de leur histoire, les Romains combattaient un ennemi qui pouvait les tuer au-delà de leur champ de vision, et cela les terrifiait. Certains trébuchaient, les yeux écarquillés vers leur dieu, se demandant si Jupiter en personne était descendu sur la crête pour les punir avec du tonnerre et des éclairs. Mais la discipline était la discipline, et Rome ne céda pas. Au lieu de cela, ils ont continué à venir. Les barils devenaient brûlants, l'odeur âcre de l'huile brûlée et de la cordite remplissant les narines du phoque. La vapeur et la fumée sifflèrent des chambres supérieures, les douilles usées dégringolant la colline comme une pluie de laiton. Les canons montés sur le véhicule de patrouille du désert déchiraient les rangs d'hommes, coupant les corps en deux, transformant la pente en une masse rouge et suintante de chair. Malgré la transformation de la colline en cimetière, l'afflux de Romains ne tarissait pas. Boucliers verrouillés, pieds avançants, ils ont atteint un éperon rocheux à mi-chemin de la pente. Des corps chutaient, bras et jambes s'agitant.
Les Romains griffaient, trébuchaient et grimpaient sur l'amas croissant des cadavres. Puis, presque sans avertissement, la première ligne avait disparu. Le champ derrière eux, dévasté, résonnait de gémissements et de cris de douleur. Des membres tressaillaient et des cadavres tremblaient dans la saleté, les doigts agrippant des blessures inguérissables. Les hommes de Harper ont ralenti leurs tirs, attendant de voir si les Romains reculaient. La fumée s'élevait de leurs armes, s'enroulant dans la lumière du matin. Pendant un long moment tendu, rien ne bougeait. Les phoques, haletants et en sueur, guettaient des signes de retraite quand ils l'entendirent. Le cliquetis et le grincement du fer, le bruit des boucliers qui s'emboîtent. La règle des 40% est un mantra que chaque phoque suit. L'idée que lorsque votre corps et votre esprit vous supplient d'arrêter, vous n'avez utilisé que 40% de vos ressources. Les phoques sont entraînés à surmonter la douleur, la peur et l'épuisement, repoussant leurs limites et continuant le combat bien après qu'un homme ordinaire aurait abandonné. Mais alors que Harper regardait la nouvelle cohorte romaine avancer, bouclier verrouillé, épée dégainée, inébranlable face à une mort certaine, il réalisa quelque chose de glaçant. Les Romains vivaient aussi selon ce mantra. Ces hommes venaient de voir l'enfer se déchaîner. Malgré la chute de leurs frères et la destruction de leur ligne de front par des armes incompréhensibles, ils sont restés inébranlables. Ils n'ont pas cédé. La Légion n'était qu'une force de combat. C'était un organisme. Une machine conçue pour résister au-delà des limites de la douleur humaine. Harper a expiré lentement, approuvant en rechargeant son M4 d'un nouveau chargeur. Ces hommes ont fait de même, roulant leurs épaules, flexionnant leurs doigts, se préparant pour le deuxième round. Les Seals faisaient face à un ennemi sans précédent, ce qui en faisait le combat le plus mémorable de leur vie. Sur ces mots, la Légion a repris son ascension inéluctable vers le sommet. Harper a crié « Il est temps de bouger. Repliez-vous vers les ruines. » Les Seals se serrent dans les DPV, les artilleurs tirant depuis les barres de roulement, soulevant des nuages de poussière en dérivant sur le champ de bataille. Des javelots romains pila pleuvaient, s'enfonçant dans la terre où se tenaient autrefois les phoques et glissant sur la terre. Ils s'étaient échappés juste à temps. Les lance-grenades M203 de Harper explosaient sourdement, projetant des obus à haute explosion dans les rangs romains compacts à l'approche du sommet de la colline. Les corps volaient, comme des poupées de chiffon, les boucliers étaient éparpillés. L'air se remplissait des cris des hommes qui n'avaient jamais vu, jamais même imaginé la guerre moderne. Pourtant, ils continuaient à venir. « Ces gars n'abandonnent pas », murmura le médecin militaire Doc Mitchell, rechargeant son pistolet M9. « Ils ne connaissent pas le sens du mot abandonner », répliqua Harper sombrement. Les DPV ont déchiré un ancien avant-poste parti abandonné sur une vieille route poussiéreuse. Les Seals ont eu la chance d'avoir leur véhicule Lacrin à grande vitesse, qui leur ont permis de ne pas épuiser leurs munitions. Dans les ruines, ils ont trouvé un mur de pierre, quelques positions défensives, rien de majeur, mais c'était surélevé, leur donnant un avantage en hauteur. Harper a ordonné à ses hommes de se positionner et tenir leur position. Les Seals ont débarqué, établissant un périmètre défensif complet. Smithy a pris position sur une tour en ruine avec son M82 Barrett à la recherche de cibles de grande valeur. La Légion s'est arrêtée. Après une courte pause pour évaluer le champ de bataille, leur artillerie est arrivée, à la stupéfaction de Smithy. À travers sa lunette, il a vu une ligne de balistes, d'énormes engins de siège en bois, anciens mais mortels. Le même type qu'il avait utilisé pour un effet dévastateur dans d'innombrables jeux de stratégie sur son ancien PC. Seulement cette fois, il ne jouait pas. Les équipages de balistes manœuvraient avec une précision experte, leurs gestes peaufinés par d'innombrables sièges. Harper et ses hommes regardaient depuis les ruines du fort en ruine, la sueur coulant sur leur front. Les énormes machines de guerre à torsion étaient normalement positionnées juste hors de portée efficace des petites armes à feu. Les balistes n'étaient pas de simples catapultes lançant des pierres aléatoirement, mais les prédateurs suprêmes de l'artillerie antique. Chacune pouvait lancer un boulon de 6 pieds de long, à pointe de fer, à des vitesses d'environ 115 miles par heure, transperçant facilement un homme de la tête aux pieds, ou fendre un bouclier en bois comme du papier. Un coup direct pouvait pulvériser les os, exploser les organes, ou épingler un soldat hurlant au mur tel un trophée de chasse. Les Romains savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils avaient assiégé des villes entières avec ces machines, brisé le moral de l'ennemi en transformant l'air en une tempête de lances et de fer, et maintenant ces machines mortelles étaient contrepointées directement sur les Seals et leurs forts ruinés. Harper se crispa, le temps pressait, la Légion approchait. Smithy manquait de munitions, les balistes visaient, et le ciel serait bientôt rempli de morts, mais les Seals avaient un autre atout. La charge 104 de Boomer, un énorme bloc d'explosifs plastiques soigneusement caché sous un sac à dos abandonné à leur précédente position de tir. Elle était amorcée et prête. Boomer était accroupi derrière un abri, son détonateur à la main. Ses yeux étaient rivés sur les officiers romains, rassemblés près de la crête abandonnée. Ils avaient vu la destruction, les armes étranges, le feu et la fumée.
Leur curiosité l'a emporté. Un légat s'est agenouillé pour examiner le sac, indiquant à ses tribuns de l'inspecter de plus près. C'est alors que Boomer a souri. Il a appuyé sur la gâchette. Une explosion aveuglante a déchiré le champ de bataille, telle une onde de choc volcanique. La crête s'est désintégrée dans un éclair de feu et de roches, alors que les membres de Roman étaient là projetés dans le ciel. Des débris enflammés ont plu, des cris perçants à travers le nuage de poussière, alors que des officiers de haut rang et leurs aides de camp étaient déchirés en plein commandement. La Légion a flanché pour la première fois, et les Seals ont souri, mais ils étaient encore trop nombreux. La réalité était indéniable. Ce n'était pas un combat équitable sur la durée. Une seule équipe de Sea, Air and Land, aussi mortelle soit-elle, ne pouvait résister indéfiniment face à des milliers. La Légion a été conçue pour l'endurance, une machine de guerre implacable destinée à épuiser les ennemis par pure usure. Soutenue par la quête de nourriture, la logistique et une organisation efficace. Les Seals sont entraînés pour des frappes précises, des assauts rapides et une exfiltration immédiate, pas pour une guerre de longue durée. Avec des munitions limitées, sans approvisionnement ni retraite possible, leur temps était compté. Harper le savait, ses hommes le savaient. Chaque rafale de tir, chaque grenade lancée, chaque manœuvre de l'escouade était un tic-tac sur l'horloge, se rapprochant du moment où ils devraient faire leur mouvement. Un retrait stratégique n'était pas une défaite, mais une question de survie, un domaine dans lequel les Seals excellaient. Ils se glisseraient dans la campagne, disparaîtraient dans les collines et les villages, et se regrouperaient. C'était difficile. Ces hommes étaient étranges dans un monde inconnu. Une fois les Romains, au courant des guerriers en noir avec des bâtons de tonnerre, bientôt tous les soldats, patrouilles et citoyens, les surveilleraient. Mais Harper n'était pas inquiet. Ils avaient déjà été des fantômes et pourraient l'être à nouveau. Harper était sur le point d'ordonner la retraite lorsqu'il vit un scintillement de poussière et d'acier à l'horizon lointain, traversant la plaine telle une tempête mortelle. Il a eu un hoquet de respiration. Il n'a fallu que quelques secondes pour reconnaître la forme de la marée qui s'approchait, l'éclat de l'armure lamellaire, les bannières qui claquèrent au vent. Les Parthes étaient arrivés. La formation romaine, toujours sous le choc de l'explosion qui avait éviscéré ses officiers centraux, était en proie à la confusion dans ses rangs. C'est alors que la première onde de choc a frappé, un mur de sabots tonitruants, des cataphractaires entièrement armés, s'écrasant sur le flanc romain exposé comme un raz de marée de bronze. Des lances ont traversé les côtes de mailles, transperçant des hommes de part en part. Des chevaux ont piétiné des soldats hurlants sous leurs sabots ferrés. Puis est arrivée la deuxième vague. Les archers à cheval partent ont balayé le champ de bataille, leurs arcs composites claquant avec précision alors qu'ils déchaînaient des nuées de flèches dans le chaos. Les projectiles ont atteint leur cible, transperçant la chair à travers les interstices de l'armure romaine, laissant les cils bouche bée. Ils peinaient à y croire. Harper observait l'évolution de la bataille en direct. La Légion avait été distraite, attirée et brisée par l'assaut initial des Seals. Dans un cruel coup du sort, c'était son équipe qui avait inconsciemment amolli les choses pour les Parthes. L'essentiel était l'opportunité, le reste importait peu. « Montez! On se tire !» a crié Harper. Ses hommes ont obéi sans hésiter. Les DPV rugirent, soulevant de grands nuages de poussière alors que les phoques quittaient leur position fortifiée. Utilisant le chaos en dessous pour couvrir leur retraite, Harper jeta un dernier regard par-dessus son épaule. La légion romaine s'effondrait face à l'avantage Parthe, les corps jonchant le champ de bataille alors que les Romains luttaient désespérément pour se regrouper. Et puis les phoques sont disparus, disparaissant dans le désert, leurs silhouettes vêtues de noir englouties par les dunes, ne laissant derrière elles que des douilles éparpillées et des débris fumants. Tu as déjà pensé à ce qui se passera quand les historiens trouveront ces cadavres romains remplis de 556 ? Harper a ri alors que le désert fouettait son visage. Boomer et Smithy ont aussi souri. On a probablement gâché la journée de quelques archéologues. Les phoques n'auraient pas pu gagner franchement contre la Légion, conçue pour l'endurance. Une escouade face à des milliers n'est pas viable. Les phoques ont été conçus pour des engagements rapides et précis. Leur survie à long terme est douteuse et leur présence deviendrait mythique. Leur visage gravé dans la rumeur, le vaste réseau d'espions de Rome les traquerait. Les Seals américains, contrairement aux Parthes, ne pouvaient pas se fondre dans la foule. Ils ont gagné la bataille, mais pas la guerre. Même l'équipe d'opérations spéciales la plus moderne et la plus mortelle reste dépendante de la logistique. L'histoire appartenait aux armées qui pouvaient endurer, se réapprovisionner et survivre. Et Rome, elle avait tout son temps. La puissance de feu moderne écraserait-elle la stratégie ancienne, ou la Légion s'adapterait-elle et submergerait ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Allez maintenant voir. Et si une équipe de Navy Seals voyageait dans le temps jusqu'à la guerre de Révolution ? Ou cliquez sur cette vidéo à la place.